La parole d'abord à Monsieur Collat, pour le groupe Europe Écologie Les Verts. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quel est le coût de la transition énergétique? Si nous nous posions la question de savoir combien la transition énergétique rapporte en euros et en emplois, avant de savoir combien elle nécessite d'investissement, l'évidence nous sauterait aux yeux. Mais qu'attendons-nous pour engager rapidement et massivement ce chemin? Sur cette question cruciale du coût, on voit circuler les chiffres les plus fantaisistes, fondés essentiellement sur des analyses au doigt mouillé. Avant de parler du coût de la transition, sachons définir par rapport à quoi nous allons l'évaluer. En effet, nous ne sommes pas dans une situation où nous pourrions choisir de ne rien faire. Agir contre le changement climatique coûtera 15 à 20 fois moins cher que l'inaction, comme l'a évalué dès 2006 d'ailleurs l'ancien chef économiste et vice-président de la Banque mondiale. Rappelez-vous, c'était en 2006, il y a déjà 7 ans, et 7 ans après, on entend encore des gens qui n'ont pas compris. Le ministère des Finances britannique a alors publié une étude sur les implications économiques du changement climatique. Le fameux rapport Stern introduisait l'analyse économique au cœur du débat enfin. Les dommages causés par le réchauffement de la planète seraient 5 à 20 fois supérieurs aux sacrifices que les systèmes économiques devraient supporter pour lutter efficacement contre l'effet de serre. La transition énergétique était estimée par Sir Nicholas Stern à 1100 milliards de dollars. Mais l'inaction devrait coûter à nos économies entre 5 500 et 22 000 milliards de dollars. Quant au débat, et on vient d'en entendre un bout, sur le coût de la sortie du nucléaire, le coût du démantèlement des réacteurs et de la gestion des déchets sur le très long terme n'est en aucune manière imputable à un éventuel abandon de cette source d'énergie. Que l'on en sorte ou pas, il faudra bien fermer un jour les réacteurs aujourd'hui en fonctionnement et s'occuper de leurs déchets pendant des milliers d'années. Enfin, poser ainsi la question du coût de la transition laisse entendre que celle-ci ne ferait que coûter et ne rapporterait rien, ce qui est évidemment faux. Les actions de sobriété sont par excellence celles qui ne coûtent rien ou très peu, mais peuvent rapporter beaucoup en faisant économiser de l'énergie, donc de l'argent. Les actions d'efficacité nécessitent un investissement qui, grâce aux économies générées, est toujours rentable pour la collectivité, fût-ce sur le long terme, mais qui peut l'être aussi à court et à moyen terme pour celui qui la réalise. Les énergies renouvelables ont des coûts d'exploitation très faibles, mais sont aujourd'hui plus chers à l'investissement que les énergies fossiles ou nucléaires. Or, le coût de ces dernières n'intègre pas tous leurs coûts externes et est appelé à augmenter. A l'inverse, celui des renouvelables baisse rapidement par l'effet des dynamiques industrielles qui les rendront inéluctablement compétitives. D'un strict point de vue économique, la transition énergétique peut être considérée comme un investissement pour la collectivité qui sera nécessairement rentable à plus ou moins brève échéance. Enfin, l'argent investi dans la transition énergétique ne sera pas jeté par les fenêtres. Il économisera des dizaines de milliards d'euros sur les importations de pétrole, d'uranium et de gaz. Et il générera dans les services énergétiques, les équipements performants et les énergies renouvelables des milliards d'euros d'activité pour les entreprises, des centaines de milliers d'emplois pour les salariés et des débouchés à l'exportation sur un marché mondial qui ne demande qu'à se développer. C'est tout le contraire, excusez-moi, pour la mise à niveau de sûreté post-Fukushima des 58 réacteurs français qui a été chiffré à 60 milliards d'euros et qui engloutirait ces 60 milliards d'euros sans qu'un seul kilowattheure supplémentaire soit produit. La transition énergétique modifie profondément le paysage économique et social, mais elle est très positive pour l'activité et l'emploi. La rénovation des bâtiments existants est fortement créatrice d'emplois durables et non délocalisables. Si à long terme, et ce sont les économistes qui prévoient ça, la construction neuve devrait subir une baisse structurelle, l'emploi dans le bâtiment pourrait s'accroître grâce et seulement grâce à la rénovation énergétique. La profonde mutation des emplois dans le secteur des transports se traduirait par un solde modérément négatif. A contrario, le secteur des énergies renouvelables deviendrait un secteur majeur de l'économie avec plusieurs centaines de milliers d'emplois créés. L'abandon du nucléaire aurait un impact très limité, tant cette industrie est proportionnellement peu pourvoyeuse d'emplois et que le démantèlement assurera malheureusement des décennies et des décennies d'activité. Les gains en emplois directs et indirects compenseraient largement les pertes, tous les économistes sont d'accord là-dessus. L'effet induit sur l'emploi par les milliards d'euros d'économies serait fortement positif. En Allemagne, la KfW, équivalent de notre caisse des dépôts, a démontré que chaque euro investi par la collectivité dans les aides à la rénovation énergétique rapportait à cette même collectivité 3 à 4 euros. Nous avions organisé
il y a quelques années, à Charbonnières, un colloque sur l'énergie. Je me souviens de l'exemple de l'Autriche. La transition mise en œuvre largement dans ce petit pays de 7 millions d'habitants avait créé 300 000 emplois nets en 10 ans. Pour conclure, nous sommes à l'orée de deux chemins, et nous l'avons bien entendu ce matin, deux directions totalement opposées. J'accuse les représentants de certains lobbies patronaux de privilégier leur enrichissement à court terme contre l'avenir de notre économie tout entière. Celle-ci, notre économie, est en effet en récession inéluctable, puisqu'elle est construite entièrement sur des ressources finies, y compris l'uranium. En continuant de privilégier l'uranium et le pétrole, ils nous mènent droit dans le mur, et la crise économique que nos enfants auront à subir sera sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais ils ne seront sans doute plus là pour assumer les conséquences de leurs actes. Je comprends le point de vue des salariés qui préfèrent sauvegarder leurs emplois pour 1 an ou 2, tant il est difficile de se projeter dans un avenir plus lointain vu la crise que nous vivons. Mais toutes les affaires récentes, et je ne vais pas les citer, ont prouvé que toutes les tentatives de perfusion artificielle se terminaient toujours de la même façon. À nous de construire la transition avec la reconversion et la formation continue qui sont nécessaires. Enfin, même les sages d'une haute instance de notre triste pays ont été capables de prendre une décision profondément contraire à l'intérêt général, comme l'a bien expliqué ma collègue Corinne Morel-Darleux hier. Il est vrai que les lobbies qui sont intervenus ont des moyens bien supérieurs aux simples citoyens pour convaincre ces prétendus sages. Mesdames et messieurs, posons-nous cette question. S'ils existent encore, comment les historiens jugeront les errements et l'individualisme de notre époque s'ils les comparent notamment au courage et au sens de l'intérêt général de ceux qui ont construit la solidarité et la société française dans notre pays en ruine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puisqu'il me reste quelques secondes, un tout petit mot pour revenir sur un certain nombre de contre-vérités qui relèvent presque du charlatanisme. La France paye 70 milliards d'euros par an sur nos impôts et nos cotisations sociales pour le coût de la voiture individuelle que les conducteurs de voitures ne payent pas, mais ce sont bien nos impôts et nos cotisations sociales qui payent, y compris celles des plus pauvres et des personnes âgées qui ont la double peine en étant malades de la pollution et en payant plus de sécurité sociale. La France repaye 70 milliards d'euros sur le transport routier de marchandises, 140 milliards d'euros qui ne sont pas payés par le coût routier. Alors la taxation kilométrique des poids lourds dont vous avez parlé tout à l'heure, la fameuse contribution climat-énergie, ne paye pas le centième de ce que nous payons à travers nos impôts et notre sécurité sociale pour ces modes-là. Merci, M. Colas. La parole est à M. Péris.